Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous accueillons ce matin deux invités. Dans un premier temps, Maître Léandre Saint-Just est avec nous sur le plateau pour nous parler de son livre « Communiquer à bon escient ». Donc, nous invitons déjà les étudiants, les écoliers à nous suivre. Et dans un second temps, Franz Jean-Baptiste reviendra sur les différents référendums qu'on a connus, qu'on a eus et leur impact sur la société. Mais notre premier invité, c'est Maître Léandre Saint-Just qui est déjà là. Bonjour et merci de répondre à l'invitation de Métropole. Bonjour Wendell, ça m'est un grand plaisir d'être avec vous ce matin et je tiens à saluer les téléspectateurs, auditeurs et internautes de la radio Télémétropole. Il n'y a pas de prétention dans le livre, pas de prétention, pas de préjugés quand vous le baptisez, quand vous le titrez, communiquer à bon escient? Absolument pas, Wendell, absolument pas. C'était quoi l'objectif alors? Tout le monde s'y intéresse. Alors, ce qu'on essaye de dire aux gens, quand on parle, il faut savoir ce dont on parle. Oui. Il faut savoir ce dont on parle parce que plein de gens parlent, mais ils baragouinent. Ils ne savent pas vraiment ce dont il est question. Et ce qui m'a poussé le plus... À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Quand on parle, on ne sait même pas ce dont on parle, on ne sait même pas de quoi il s'agit. On communique même mal. On communique même mal. Oui, on communique mal. Donc, à travers cette œuvre-là, vous essayez de nous faire comprendre, de nous apprendre à communiquer? Je n'apprends personne à communiquer. Au contraire, je n'ai pas cette prétention. Pour moi, je pense qu'il y a tellement de gens formés dans ce pays et dans l'international également, parce que c'est un livre qui a un caractère vraiment universel. Et déjà, beaucoup de gens ont ce livre à l'étranger. C'est pour dire que j'ai pu constater qu'il y a tellement de gens capables, mais il y a un petit quelque chose qui leur manque. Et j'apporte, disons, ma contribution pour pouvoir les aider à atteindre leur objectif. Vous avez rédigé le livre ou bien vous faites partie d'une équipe? L'unique, mais j'ai dit ça dans mon livre. Personne ne saurait s'arroger le droit de dire qu'il l'a rédigé tout seul, parce que mes professeurs m'ont formé, mes parents... J'ai l'habitude d'entendre Wendell, j'ai entendu tant d'autres gens. Donc tout le monde a contribué, mais c'est moi le canal, le tuyau pour pouvoir atteindre cet objectif. Est-ce que communiquer veut dire communiquer en français pour bien communiquer ou encore pour communiquer à bon escient? Absolument pas. D'ailleurs, c'est même pas l'oral uniquement, parce que la communication est plus vaste que tout ça. Donc on peut communiquer de manière gestuelle. On peut même ne pas parler pour communiquer. Donc, il y a tellement de branches en la matière, donc on ne saurait dire ça. Dites-nous, professeur, comment communiquer sans parler? Quand est-ce que la communication est gestuelle? Dites-nous. Il est un kikineur. Il nous cherche midi à 14h. Non, mais c'est surtout pour être utile. Oui, c'est bien. C'est pour être utile. D'ailleurs, vous l'avez bien dit, hein, communiquer à bon escient. Donc, si on essaie de communiquer à bon escient, on a le droit d'être... On a le devoir d'être utile. Utile, c'est vrai. Alors, communiquer à bon escient, c'est pour aider les gens à atterrir, si vous me permettez bien. C'est pour aider les gens à atterrir. C'est-à-dire, quand on communique, on sait ce dont on parle, on a bien appris ce dont il est question et on transmet bien. Là, on communique à bon escient et les gens peuvent comprendre bien parce que vous savez fort bien qu'il y a émetteur, il y a récepteur, il y a un message à transmettre. Mais quand on ne dit rien, maintenant on garde le mutisme, cela ne veut pas dire que l'on ne communique pas. C'est à cette enseigne qu'on dit que ce que l'on ne dit pas, les non-dires, représente quelque 93%. C'est 7% seulement qu'on utilise en communiquant oralement avec les gens. Alors, on a mis accent beaucoup plus sur la communication orale parce que l'on sait fort bien que c'est quelque chose de transversal. Comme c'est le véhicule de la pensée, la langue, la communication orale, donc on est obligé de passer par ce chemin. C'est à cette enseigne qu'on invite les gens à bien communiquer, mais parfois on ne communique pas, et comme vous avez parlé de gestuel également, on ne communique pas, on communique quand même, parce que
les non-dits peuvent dire beaucoup de choses. Êtes-vous en train de nous dire que le silence est grand quand il faut se taire? Moi, c'est ce que je dis dans mes pensées. Le silence est grand quand il faut se taire, mais parfois on se tait pour parler. Parce que les gens doivent comprendre qu'il y a certaines choses qui nous arrivent, on est obligé de rester bouche bée, de se fermer la bouche, mais ça ne veut pas dire qu'on ne dit rien. Donc, pour la communication gestuelle, on sait fort bien, il y a des gestes, des signes que l'on fait pour pouvoir parler aux gens. On peut, avec ses yeux, dire à quelqu'un qu'on l'aime, par exemple. Oui. Maintenant, dites-nous, j'ai toujours entendu dire, en fait, je l'ai lu aussi quelque part, peut-être vous aussi, ceux qui se conçoivent bien s'énonce clairement, il y a les mots pour le dire. Arrive comme par enchantement. Aisément, en fait. Maintenant, c'est... Du fond. Vous faites de cette phrase votre... comment je dirais cheval de bataille même. C'est ça, votre cheval de bataille. Je chevauche. Oui. D'accord. Mais à qui est dédié, quand je dis dédié, c'est pas en termes de dédicace. Je vois ce dont vous parlez. Oui. À qui vous dédiez cette œuvre? À l'intelligentsia haïtienne, aux étudiants, aux intellectuels, quels qu'ils puissent être, les professeurs, les journalistes, parce que Wendell, j'ai mis du temps à écouter les gens. J'avais l'habitude de commettre des erreurs également, parce que l'objectif spécifique du livre, c'est la correction du parler des intellectuels. Par exemple, on m'a appris l'heure indigne, c'est ce que j'avais l'habitude de dire. Oui. Mais dans la suite, je savais que c'est l'heure indue. Oui. Donc, c'est dû, participe passé du verbe devoir, et le contraire indu. OK? Donc, on m'a dit les paroles s'en vont, les écritures restent. Mais dans la suite, je savais que ce n'était pas vrai. Si les paroles s'envolent, les écrits restent. Voilà pourquoi Zinglin chante paroles qu'a volé, écriture été. C'est vraiment extraordinaire parce qu'ils ont fait quelque chose de je ne sais comment décrire, c'est extraordinaire. Oui, mais c'est très courant. Ces exemples-là sont très courants. Ah oui. Dans le parler haïtien. Je ne sais pas si ailleurs on le dit. Ah oui. Mais on entend ça. Je vais vous poser une question, professeur. Quand j'étais petit, quand j'étais gosse, j'ai toujours entendu à l'école à qui se mettre. Qu'est-ce que ça veut dire selon vous? Bon, en fait, les gens voulaient dire à qui appartient. Mais d'où vient cette expression? Ah, si vous pouvez m'éclairer. Non, franchement, je ne sais pas. Il y a des questions qui ont déjà leur réponse. Non, pas du tout. Et je connais Wendell. Non, je vous laisse. Non, je ne suis pas en train de. Je ne sais pas de vous traiter un piège. Non, c'est pas ça. Je voulais savoir. Je sais. Est-ce que vous n'avez pas l'habitude d'entendre ça non plus? Pas souvent, pas vraiment. Mais quand même, parfois. Pas vraiment. Et vous ne savez pas d'où cela vient? Non, je ne sais pas. Très bien, parfois, moi non plus. Ah non, je vous affirme. Non plus, mais je vais vous persécuter après l'émission. D'accord, ok. Je vous assure. Okay. Oui, il y a tellement d'expressions. Par exemple, on a l'habitude de dire, comme pléonastique, 2 heures de temps. Oui. Mais c'est quelque chose qu'il faut s'éviter. Éviter. Parce que l'heure fait partie du temps, il n'y a pas que l'heure. On dit 2 heures. Donc si on dit 2 heures de temps, il faut dire 2 minutes de temps également, 3 secondes de temps, 5 jours de temps, on ne fait pas. Et non plus 2 heures d'horloge, parce que l'on ne va pas dire 2 heures de téléphone, de montre, de je ne sais quoi. Est-ce que les enfants prêtent attention à ce qu'on dit? Oui. Parce que là, il y a de quoi noter. Oui. Si je ne m'amuse. Oui, et je peux dire que d'il y a 5 jours environ, j'ai participé à une émission, il y avait tellement de gens. Dans environ 2 minutes, j'avais plus de 200 WhatsApp. Et jusqu'à présent, je ne termine pas à répondre aux gens qui m'ont écrit parce que c'est vraiment monstre pour moi, c'est difficile. Et puis, j'ai été avec Grace FM sur Atlanta avant-hier également, c'est quasiment la même chose. Alors, revenons aux petits exemples dont on vient de parler, pour que les gens aient le temps au moins de noter. On ne dit pas 2 heures de temps, on ne dit pas 3 heures de temps, on dit 3 heures, tout simplement. Oui, c'est 3 heures. Je vais passer 3 heures ici. Alors, l'anglais fait mieux parce qu'on a since ago, c'est-à-dire on a since for, surtout. Force, c'est pour la durée. Le temps compté. Voilà. Force, c'est pour la durée. Ou nombre de temps compté. Et puis on a since pour le début. Pour le début. Et go, c'est pour un passé révolu. Oui. Donc l'anglais fait mieux ça. Mais en français, on a du mal parce qu'on ne peut pas vraiment différencier à l'esprit ce que c'est si on n'est pas plus ou moins profondément impliqué dans la langue française. Vous avez aussi fait mention des solécismes
Des barbarismes. Oui, beaucoup de barbarisme. Que l'on utilise. Mais lui, il sait tout. Non. Eh bien, vous étiez là quand j'écrivais mon livre. Pas du tout. Mais c'est bien les questions. Alors, oui. Le barbarisme n'est pas vraiment étudié en Haïti. Quelques rarissimes fois, dans certaines écoles, certains bons professeurs peuvent conjuguer des efforts. Et parfois, on ne parle pas de barbarisme, on parle surtout de solécisme. Mais là, on va pouvoir comprendre, par exemple, quand il y a un encombrement de véhicules, il n'y a pas blocus. Il n'y a pas blocus. Il y a embouteillage, il y a bouchon. Oui. Il y a bouchon, donc il n'y a pas blocus. Blocus, c'est en termes économiques, c'est en termes géographiques. Oui, blocus continental. Oui, blocus continental, blocus maritime, etc. Donc là, il n'y a pas vraiment lieu de parler de blocus. On pourrait comprendre que parfois, certaines gens disent que bon, il n'y a aucun problème, on est en Haïti, c'est français-haïtien. Oui, français-haïtien, mais non, pas français-haïtien. Oui, mais quand on se retranche derrière une formule dite, ou bien une expression dite haïtienne, est-ce qu'on ne se borne pas quand il s'agira, par exemple, de parler à un étranger? Absolument, absolument. Il y a des termes qui sont propres aux Haïtiens. Je prends l'exemple là de surette. Surette n'existe pas en français. Français, on ne connaît pas en français le terme surette. On a bonbon, on a confiserie comme générique, on a pastille, oui. Et c'est sucrerie, c'est sucrette qu'on a pris pour dire surette. OK, on a... Donc, c'est là le problème. Mais il y a des termes qui sont propres à nous. Nous disons surette parce que c'est un terme haïtien. Et c'est dans le dictionnaire de l'écolier haïtien. Mais certains termes ne s'y trouvent pas, alors que les gens se défendent encore. Il faut que ce soit plus ou moins conventionnel. Si on l'accepte, bravo. On ne l'accepte pas, on ne doit pas dire. Par exemple, quelqu'un qui porte... Un élève, par exemple, s'il veut parler de surette, qu'est-ce qu'elle devra dire? Bon, c'est pastille, c'est bonbon, alors ça c'est plus ou moins particulier, bonbon. C'est plus ou moins particulier, parce qu'il y a des termes vraiment particuliers parfois. Et sucrerie, sucrète, c'est mieux. Par exemple, là, les sucrètes qu'on appelle piouili en Haïti, c'est sucette. Oui. C'est sucette, donc on peut les appeler ainsi. Et ce sont des sucreries, bien entendu. Mais parfois, on arrive à se tromper en disant que bon, c'est parce que c'est français-haïtien. Par exemple, quand on a une chemise à manches courtes, eh bien, on porte une chemisette. Malheureusement, pour les Haïtiens, chemisette, c'est maillot de corps. Oui, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais là, on ne va pas me dire que c'est français-haïtien, parce que le principe veut que l'on dise en matière de diminutif, maison qui fait maisonnette, camion, camionnette. Eh bien, chemise, chemisette. Oui. Donc, petite chemise. Petite chemise. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a aussi... en fait, vous diriez quoi des néologismes? Bon, là, il n'y a aucun problème, mais je sais que parfois les gens... En parlant du français, haïtien. En parlant du français haïtien. En Haïti, ce serait vraiment malheureux d'en parler si on ne prend pas les termes de la France. On fait partie de la francophonie, certes, mais on n'a pas d'académie française. Il y a l'académie qui régit, qui fait les règles pour tout le monde. C'est-à-dire on peut avoir des particularités et c'est jusqu'à ce que l'on arrive à les reconnaître. Maintenant, si on dit en créole, j'ai aucun problème, on a l'académie créole. Oui. Mais si on me dit qu'il y a des néologismes ici, oui, entre guillemets, mais officiellement, on ne les reconnaît pas. Avez-vous entendu un Français parler de déchoucage? Oh, oui, même sur RFI, on a l'habitude d'en parler et c'est là. Ce terme se trouve dans le dico de l'écolier haïtien également, parce que quand c'est officiel, quand c'est quelque chose qu'on accepte, l'Académie nous dit normalement qu'il n'y a aucun problème de les utiliser. Mais quand quelqu'un dit quelque chose pour se défendre, parce qu'on ne connaît pas le terme, parce que nombreux sont les termes que nous prononçons en Haïti par mégarde. Par exemple, quelqu'un qui dit talentueux, mais il n'a jamais vu le terme, il l'a entendu et il l'a répété, il l'a mésinterprété. C'est talentueux qu'on dit, c'est pas comme dans démocratie, dans diglossie, mais c'est talentueux avec T-U-E-U-X. Donc c'est là le problème. Quand on répète, c'est vachement drôle. Et c'est à cet enseignant que je dis que les Haïtiens n'arrivent pas vraiment à se connaître, à se comprendre. Et on peut conquérir tous les espaces, mais on ne se conquiert pas encore. Notre plus grande politique devrait être la politique linguistique. Vous croyez? Ah oui. Et pourquoi? Le niveau glottopolitique nous est un champ vraiment indescriptible en matière je dirais, d'exploitation. On n'exploite pas encore. D'ailleurs, jusqu'à présent, on n'a pas une langue qu'on accepte vraiment
comme langue d'enseignement. Alors que le français est langue d'enseignement, les gens prétendent qu'ils ignorent, qu'ils méprisent la langue française. Parce qu'on les a colonisés, parce que. Mais le Canada, jusqu'à présent, dépend de l'Angleterre. Cela n'empêche pas qu'on aille de l'avant et c'est un super puissant pays en Amérique du Nord et dans le monde entier. Donc, il faut que tout le monde sache que c'est une question de faux débat. Quand les gens disent qu'il faut enseigner en créole maintenant. Moi, Wendell, je dis dans mon livre que l'on n'est pas prêt. Et c'est pour cette raison que j'intitule ce sujet à la page 54. Oui, mais on n'est pas prêt à enseigner en créole. À enseigner. Vous êtes sûr? J'en suis très sûr. D'ailleurs, j'enseigne le créole même à l'université. Cela pourrait même faciliter la compréhension des sujets en débat. Eh bien, on va voir. On va voir. Le créole, on n'est pas prêt pour. Le français non plus. Je vais vous dire pourquoi on n'est pas à niveau maintenant. C'est parce que qui trop embrasse, mal étreint. Mal étreint, oui. OK, pierre qui roule n'amasse pas monstre. Pas monstre. Il faut se fixer parce qu'en Afrique du Sud, il y a plusieurs langues, mais le peuple fonctionne plus ou moins bien. Maintenant, quand on fait de la politique aérie en disant qu'on nous a colonisés, etc., mais on a colonisé les États-Unis également. D'ailleurs, parfois aux États-Unis, les gens disent « We speak American ». English. OK? American English, or shortly we can say American. There's not a problem. Yeah. Ça veut dire que à cette enseigne, il faut différencier l'anglais de l'Angleterre, le pays qui est patron en la matière, des États-Unis. Là, on dit la langue de Shakespeare. All right. Et c'est ce qui fait que, malheureusement, on ne fait pas en Haïti, mais je prépare un livre maintenant en anglais où l'on va retrouver ces différenciations. For example, if you got center, si vous avez center, C-N-T-R-I, pour l'Angleterre, c'est comme en français centre que l'on voit, but we pronounce center. Mais aux États-Unis, on a C-N-T-R, T-E-R. Oui, c'est différent. Tout comme gris, on a gray. All right. E-Y-M-A-Y. Et gris, G. Words with L to... Et parfois, c'est 2 L et un seul. 2 L, un seul, double ou bien simple. Et puis, eyes avec I-Z-E, I-S-E. Il y a beaucoup de différences. Par exemple, the word color, or savior, avec O-U-R en Angleterre et O-R aux États-Unis. Et tant d'autres exemples. C'est-à-dire, quand on dit qu'on n'apprend pas l'anglais en Haïti, qu'on ne parle pas, ce n'est pas le problème. Mais j'ai un problème. C'est que les Haïtiens ont des préjugés par rapport à certaines langues. Et on a comme l'impression qu'on vous accorde de l'importance si vous vous exprimez en français. Oui, c'est vrai. Et si vous vous amenez quelque part dans une entreprise, dans une institution, vous vous adressez à la fille qui est à l'accueil en créole, de cesse, comment il va vous accueillir? C'est pour cette raison que j'ai intitulé mon sujet « Hypocrisie linguistique haïtienne ». Parce que jusqu'à présent, les gens qui disent qu'ils aiment le créole, ils préfèrent envoyer leurs enfants en France. Ils parlent toujours le français à la maison. La littérature haïtienne est encore en français. L'histoire d'Haïti en français. La candidature en français. Le mémoire à l'université en français. La thèse en français. Tout est en français. L'enseignement est en français. Et les gens disent qu'ils aiment le créole. Si vous aimez le créole, eh bien, si vous aimez le créole, travaillez pour le créole. Vous n'êtes pas un défenseur de la formule, comment je dirais, pas formule, je parle du créole préconisé par l'ancien ministre Bernard. Vous n'êtes pas pour... Je suis pour le créole, j'aime le créole, mais l'économie et, disons, la langue marchent de pair. L'économie? Oui. L'économie a tous les points de vue. C'est-à-dire, si on a une langue, on ne fait pas de politique littéraire, on ne produit pas sur le plan littéraire, on ne produit pas sur le plan économique, la langue ne va pas prendre de l'essor vraiment. C'est pas parce que l'on va dire à quelqu'un d'aimer la langue qu'on va l'aimer. Mais il faut travailler pour. Maintenant, il y a d'autres connexités dans la société qu'il faut respecter pour que l'on puisse atteindre l'objectif qui nous est fixé vraiment en matière linguistique. Donc, c'est pour cette raison que je viens de dire que le créole n'est pas prêt pour l'enseignement en Haïti parce qu'on n'a pas assez d'outils. Jusqu'à présent, il y a des choses qu'il faut faire. Et moi, j'ai même reproché dans mon livre la dernière action qu'on a posée à l'Académie créole, que j'aime beaucoup. C'est une belle institution. Mais le fait pour eux d'éliminer le tiret et l'apostrophe, on n'a pas ce droit. Ce sont des signes fondamentaux. Oui, mais c'est l'Académie quand même. Oui, je sais, mais les langues sont des patrimoines. C'est-à-dire, vous voyez le téléphone Wendell,
Il faut remonter très longtemps. D'ailleurs, les gens vont dire peut-être que c'est Blaise Pascal. Mais on va plus loin, on va à Wilhelm Schweitzer. On va encore plus loin. C'est-à-dire les choses sont dans la nature. C'est pour cette raison, quand il y a la pluie, donc vous voyez qu'il y a des éclairs qui troublent les téléviseurs à la maison, qui troublent les récepteurs à la maison. Donc l'électricité est là, les ondes sont là, donc tout est dans la nature. On est là seulement pour découvrir et les utiliser à bon escient. Donc il n'est pas bon que l'on dise que l'on arrive à faire n'importe quoi en disant que apostrophe et tiret, c'est parce que l'apostrophe, on l'utilise en français, et pourtant on l'a en anglais, on l'a dans plusieurs langues. C'est basique pour les langues. D'ailleurs, toutes les langues de nos jours sont quasiment des langues dérivées. C'est-à-dire, l'une vient de l'autre. Alors, les langues vivantes viennent des langues mortes. Oh, oui. Oui, mais ils s'enrichissent entre elles également. Allusion au latin et au grec notamment. Oui. Mais ils s'enrichissent entre elles également. Oui. Par commerce, etc. Oui, mais c'est pour cela que... la communication qui est si vaste. C'est pour ça que je vous ai parlé tantôt de néologisme. Oui. Avec Daniela Ferrière, par exemple, à l'Académie française, est-ce que vous pensez pas qu'il y ait un espoir d'enrichissement du créole, par exemple? Il est à l'Académie française, il n'est pas à l'Académie créole. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut dire? Est-ce qu'on veut voir la métropole jusqu'à présent? Très bien, ok. Alors disons mieux, comme certains gens parlent de français haïtien, est-ce que le français haïtien n'a pas une certaine chance de s'enrichir? Ah oui, là au moins. Maintenant, je souhaite que vous l'écriviez pour savoir s'il a vraiment cette vision. Ouais, vous venez de dire quelque chose qui m'a beaucoup impressionné, certains gens. Waouh. J'aurais dit certains? Non, c'est bien. C'est parce que c'est dans le livre, au premier plan. C'est extraordinaire. C'est quand même parce que la règle veut que l'on mette au féminin tout adjectif variant du masculin au féminin précédent genre. Je me souviens même de l'exemple qui est écrit dans la petite grammaire que je portais quand j'étais petit. Il n'y a pas de ce métier, il n'y a que de sotte gens. Il n'y a pas de saut métier, mais il n'y a que de sotte gens. Les vieilles gens sont orgueilleux. Oui. Ouais, c'est vraiment extraordinaire. Alors, notre plus grand problème en Haïti, Wendell, c'est parce que l'on n'arrive pas vraiment à bien enseigner. On est parti d'un mauvais pied. Oui. On a 2 alphabets au niveau de chaque langue. Quand je dis 2 alphabets, je ne parle pas des lettres précisément. Je parle de 2 types alphabétiques. Par exemple, vous savez fort bien en cambodgien qu'on a 78 caractères. Grec et hébreu 22, 24 respectivement. Donc je ne saurais parler principalement des lettres, mais de types alphabétiques. Oui. On a un alphabet intitulé tout comme le mandarin. Ah ouais. Donc on a l'alphabet orthographique qui nous dicte comment écrire. Par exemple, le créole est une belle langue. C'est la plus belle langue que nous ayons en Haïti. Le créole. Malheureusement, on se prend mal. On n'arrive pas à comprendre vraiment comment l'utiliser. Et nous ne produisons pas suffisamment. Par exemple, nous avons du maïs en Haïti, par exemple. Vous voyez ça? Nous avons du maïs, nous expédions du maïs et on nous renvoie ça sous forme de flocons de maïs pour les Français et puis cornflakes pour les Américains. Et en Haïti, si on ne peut pas dire, on est obligé de dire qu'on y flette, de dire n'importe quoi parce qu'on ne produit pas. Il faut produire pour que l'on puisse atteindre ces objectifs. Mais maintenant, l'alphabet le plus important qui soit, c'est l'alphabet phonétique. On n'en parle même pas. Et les gens qui arrivent à découvrir l'alphabet phonétique au niveau des écoles journalistiques ou bien à l'université, eh bien, c'est comme si, dirait-on, ils avaient faim, on ne leur a pas donné à manger. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils ont atteint l'indigestion. Nous sommes pratiquement arrivés au terme, mais permettez rapidement que je partage quelque chose avec vous. C'est une remarque d'un auditeur ou téléspectateur, je ne sais pas trop. Il a dit « Salut prof, sujet très intéressant. L'invité vient nous éveiller au fait que nous parlons très mal à la fois le français et le créole. Aussi, nous communiquons très mal en Haïti. Toutefois, je tiens à vous faire remarquer que l'Académie française fait de plus en plus l'effort pour accepter les différentes évolutions du français. Par exemple, pour les Haïtiens, on accepte Mirliton, Chadek. Vous direz quoi, professeur? Oui, c'est parce qu'on parle de français haïtien. C'est parce qu'on parle de français haïtien. Maintenant, il y a plein d'autres termes. On n'a qu'à aller dans le dictionnaire de l'école haïtienne. C'est un bon dictionnaire. Il y a des gens qui disent que c'est mauvais. C'est un bon dictionnaire. On n'a qu'à y aller pour pouvoir découvrir certains termes. C'est vraiment extraordinaire. Mais la phonétique, si on l'utilisait vraiment à bon escient, on n'aurait pas tous ces problèmes. Par exemple, le fait pour quelqu'un de découvrir très tard,
très tard la phonétique, on arrive à prononcer mal en disant méthodologie, société, à faire du maniérisme, alors que si on savait ce dont il était question, phonétique corrective, phonétique appliquée, phonétique internationale, etc., on comprendrait que l'application ne se ferait pas comme on voit le graphème. C'est pas toujours la même chose, graphème et phonème. Maintenant, ça va dépendre de l'application en question. Voilà pourquoi en Haïti, les gens disent distiller, osciller, capillaire, alors qu'ils devraient dire distiller, osciller, capillaire. Donc, il y a tellement de problèmes dans notre pays. C'est dans l'orthographe, c'est ce qui est à l'esprit. Oui, c'est comme dans fille, parce qu'on répète, mais il y a tranquille dans la langue aussi. Il y a village, il y a ville. Oui, oui. Alors, Si on voulait donne-nous 2 ou 3 exemples pour terminer, professeur, dans la liste des choses à dire et à ne pas dire. Jésus de Nazareth. Oui, je prends l'exemple de ce qu'on a l'habitude de dire. Alors, c'est Jésus qui l'a dit, qui frappe par l'épée, périra par l'épée, mais les gens... Alors, il y en a qui vont à l'école qui disent qu'il ne faut pas le même P. Mais je leur dis de prendre le W ou bien le X, parce qu'il y a beaucoup plus d'extrémités pour percer les gens. Donc, le P n'a pas vraiment Beaucoup de P. Beaucoup d'extrémités pour pouvoir percer les gens. Alors, il faut pas. Alors, disons au public, il ne faut jamais dire ça. Non, c'est qui frappe par l'épée, périra par l'épée. Mais non pas par le même P. Vous serez tué par un couteau, ou bien avec un couteau également, c'est la même chose. Donc, vous récolterez ce que vous avez semé. C'est ce que l'on essaye de dire quand on dit ça. Donc, il y a d'autres exemples qu'on peut prendre, comme escale. Alors, les gens disent scale en Haïti. Quelqu'un qui est esthéticien, esthéticienne, la personne dit « Ah, je suis stéticienne ». C'est pas bien. Quelqu'un qui est statisticien ne doit pas dire « Je suis staticien ». Un professeur de biologie, par exemple, n'a pas le droit de dire « la fécondation ». C'est pas comme dans le secondaire, mais c'est la fécondation. C'est-à-dire, si on partait d'un bon pied, on apprendrait bien comment prononcer les mots, parce que la prononciation n'est pas une question de singer, c'est pas une question d'imiter, c'est une question scientifique. Une dernière question, professeur. Oh my God. Si on sait que l'on a des difficultés à s'exprimer et que l'on a le choix entre le français et le créole, eh bien, on opte pour le créole, parce que c'est notre langue vernaculaire. Mais parler plusieurs langues, c'est bien. Par exemple, je suis arrivé en République dominicaine. Llego a la República Dominicana, quiero comprar algo. Hay que hablar, tengo que hablar con una otra persona para ayudarme. Mais si je ne sais rien en espagnol, alors que c'est à deux doigts. Si je dis ça plus lentement, je peux traduire pour les auditeurs. Oh non, non, préoccupez. Merci, professeur, on a terminé. Alors, si vous me permettez, je donnerai des numéros de téléphone si on a besoin. Tout à fait, oui. Alors, est-ce qu'il y a une ventilature en perspective? Oui, au contraire, dimanche prochain, dimanche 20, on aura un séminaire. On aura un séminaire dimanche 20. C'est à mon école, une petite école que j'ai, parce que j'ai procédé au jardin d'enfants pour commencer avec les enfants. Et je donne des séminaires pour les gens qui sont déjà âgés, qui sont conscients, qui ne sont pas égoïstes. Parce que je n'ai rien inventé, ce sont mes frères, mes soeurs. Ils peuvent m'aider. On doit aller vite, professeur. Oui. Aller vite. Alors, un numéro de téléphone. Oui, il y a 37. Alors, vous allez voir, même au niveau des numéros, je prononce de manière différente. Parce qu'on n'a pas 22, on n'a pas 71 en français, par exemple. On a 71, de 10 en 10, 21, 31, 41, 51, 71, sauf 81, 91. On n'a pas 33 en français, 32, 40, 50, 60. On a 33, 42, 22, mais on n'a pas 22. 22, 26, 29. Oui, 26, 29, c'est ce qu'on a. Donc, c'est un excellent cours qu'on a fait ce matin. 37, 94, 27, 17. 37, 94, 27, 17. Et puis 42, 95, 94, 22. 42, 95, 94, 22. C'est un bon projet, donc tout le monde pourrait aider à aller de l'avant parce que nous voudrions bien aller plus loin et on verra ce dont nous sommes capables avec l'aide de nos frères et sœurs. Communiquer à bon escient, titre du livre de Maître Saint-Just Léandre. J'espère que vous avez noté, que vous avez appris des choses également à travers cette première partie de la rubrique Le Point. Merci, professeur.
C'est à moi de vous Bonne remercier. chance. Malheureusement, l'heure ne suffit pas. Mais je vous dirais, par exemple, pourquoi j'ai dit ici communiquer à bon escient. C'est comme de bon anniversaire, bon appétit. C'est encore une règle qu'il faut étudier en Haïti. C'est parce qu'on l'ignore qu'on arrive à dire parfois cet homme. C'est cet homme. La règle veut que nous prononcions comme si c'était oui, tout comme on dit pas les hommes, on dit les hommes. Donc, quelqu'un. Donc, il y a tellement de choses. Merci, En tout cas, professeur. merci Merci infiniment. Merci infiniment. D'accord. Voilà, madame, monsieur, pour la fin de la première partie de la rubrique Le Point de ce matin. Professeur Saint-Just-Léandre, autour de son livre Communiquer à bon escient. Au retour, Franz Jean-Baptiste, dans un instant. Ne quittez pas, madame, monsieur. À tout de suite. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point. Et comme annoncé avec nous, notre deuxième invité, Franz Jean-Baptiste, qui va nous parler du référendum d'un point de vue historique. Exact. Bonjour et bienvenue. Bonjour Wendell. Vous avez suivi la première partie de l'émission? Oui. Qu'est-ce que ça vous dit? Très intéressant. Très intéressant. Vous avez appris des choses aussi? Oui. Ah, Ouais, bon. beaucoup. Je suis bien content. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous savez du référendum? J'ai pris mon vol dans la région des Aigles. Il faut que je sois prudent en rejoignant la terre. Je ne puis être placé que sur un rocher. Et vous volez très haut Et ce aussi? rocher doit être l'institution constitutionnelle qui me garantira le pouvoir tant que je serai parmi les hommes. Tout ça, l'ouverture. Je suis Franz Jean-Baptiste et comme le dit Jean Price Mars, c'est la vocation de l'élite. La vocation de l'élite, c'est d'éclairer le peuple. C'est-à-dire que le peuple soit conscient de ses actes. Et pour cela, ce matin, je viens parler du référendum. C'est quoi, selon vous, un référendum? Ou encore, quelle est donc votre compréhension d'abord du vocable référendum? Disons que l'État ne peut exister que par son statut juridique, que par sa personne juridique. Et ce statut, c'est sa constitution. Et des constitutions, on en a eu beaucoup durant l'histoire d'Haïti, c'est-à-dire une foultitude de constitutions. Et le truc, c'est que chaque président voulait avoir une constitution selon ses besoins, selon ses désirs, selon ses tendances. Et cela a mis très en retard le pays. Parce qu'il y a eu des constitutions. Les constitutions peuvent provoquer des troubles internes et externes et peuvent être à la base de bouleversements futurs. Et on a eu une foultitude de constitutions. Et par exemple, si nous prenons des dirigeants qui ont eu des constitutions, par exemple la constitution de 1806 avec Pétion, que par la suite, il va changer ces constitutions-là, il va la modifier pour avoir la présidence à vie. Et on va avoir des guerres civiles à cause de changements de constitution. Par exemple, si nous prenons le cas de Geffrard et de Sylvain Salnave, et Geffrard qui voulait... parce que le problème, là où le bas blesse avec l'exécutif en Haïti et les chefs d'État haïtiens, c'est qu'ils ont toujours cette tendance à garder le pouvoir, soit parce qu'ils veulent d'une rééligibilité immédiate, soit parce que les chefs d'État veulent avoir une présidence à vie. Et pour le cas de Geffrard, il faisait partie du lot, et là, il y a eu la guerre civile qui a duré près de 2 ans et demi. Et il y a eu le bombardement du Cap, et ça a coûté à l'État haïtien 100 millions de dollars. 100 millions de dollars qu'on aurait pu investir dans l'éducation, dans l'agriculture, dans tout ça. Et là, il combattait Sylvain Salnave, et il y a eu le bombardement du Cap. Ensuite, il va y avoir que Geffrard, il va perdre le pouvoir, parce que ce qui arrive à la fin, c'est que le peuple est le grand perdant, mais ces chefs d'État-là qui veulent garder le pouvoir, ils finissent toujours par perdre le pouvoir. Et ce Sylvain Salnave, qui voulait combattre Geffrard à cause de sa volonté de rester président à vie, ensuite, on va avoir Sylvain Salnave qui va être combattu par les Cacos, parce qu'il va avoir cette même volonté de garder le pouvoir. Et Sylvain Salnave, il va avoir des billets qu'il va fabriquer pour alimenter cette guerre entre les Cacos et les Piquets. Les Cacos qui étaient les gens qui se sont révoltés et les Piquets qui étaient les amis du pouvoir. Il y a toujours eu ce déchirement dans la société haïtienne entre les gens qui veulent protéger le pouvoir et les gens qui veulent avoir des revendications. Mais le grand perdant, c'est la société haïtienne. Et avec ces fabrications de billets, on va avoir
une dépréciation de notre monnaie et on va avoir besoin de 3000 gouttes pour $1. C'est que ce comportement de vouloir garder le pouvoir et de vouloir s'éterniser au pouvoir, ça va donner lieu à des référendums. Parce que le truc, avant les référendums, il y avait les conseils d'État. Ensuite, dès 1806, avec la Constitution à laquelle a participé Pétion à son élaboration, il y avait déjà le Sénat. Mais ensuite, on va avoir des conseils d'État. Parce que selon le chef d'État, selon le président de la République, si le président est en parfait accord avec le Sénat, il garde le Sénat. Mais dans le cas contraire, il dissout le Sénat. Et dans un pays, on ne peut pas vivre selon les désirs ou bien les caprices d'un président. Le truc, c'est que quand on va avoir les conseils d'État vont élire des présidents qui vont être pour la plupart des gens armés, disons des généraux pour la plupart. Parce que ce n'est pas une volonté populaire, ça va être une chose imposée au Conseil d'État. Et les conseils d'État, le plus souvent, sont très proches de la personne qui va devenir président. Ensuite, on a les Sénats. Les Sénats, dès que ça marche de pair avec l'exécutif, on les garde. Mais dans le cas contraire, on les dissout. C'est à cause de cela qu'on va avoir les référendums. Parce que à partir du moment où les gens de la Chambre, les gens du législatif vont se rébeller pour une raison ou pour une autre, pour défendre les intérêts de la nation, ce qu'ils font très rarement, mais les rares fois qu'ils osent le faire, on va les dissoudre. Par exemple, on prend la Constitution de 1918, qui va remplacer la Constitution de 1889. Les deux constitutions, parce que si on devait citer les constitutions ici, ce serait trop court, cette intervention. Parce qu'on a la Constitution de 1801, 1805, 1806, 1807. C'est-à-dire que le nombre est trop considérable. Mais si nous prenons... On en a connu combien jusqu'à 1987? Jusqu'à 1987, je vais vous donner le nombre, mais je dois continuer avec cette Constitution de 1918. La Constitution de 1918, qui va remplacer la Constitution de 1889. Parce que parmi toutes ces constitutions-là, on ne va avoir que 2 constitutions à avoir une durée acceptable. C'est la Constitution de 1889. La discussion pour l'élaboration de ces constitutions-là, on a vu prendre part un monsieur énorme, d'une très grande valeur humaine, monsieur Anténor Firmin. Et le truc, c'est que cette constitution, elle va durer 29 ans. Et on va changer cette constitution avec la constitution en 1918 par un référendum. Un référendum qui, selon l'exécutif, il y a eu cette déclaration de l'exécutif, cette proclamation de l'exécutif, où même les fonctionnaires de l'État haïtien, les fonctionnaires haïtiens, devaient voter, et ceci favorablement. Sinon, ce serait synonyme de révocation. C'est-à-dire déjà avec le référendum en 1918, déjà ça a été un acte arbitraire, et dans tous les autres référendums, ça va être le cas, même avec les référendums des Duvaliers, où à chaque fois, ça va être un prétexte disant que le peuple, on sollicite le peuple, mais les décisions, le résultat est déjà connu par les gens qui demandent cette sollicitation, qui sollicitent le peuple. OK. Un long exposé pour nous parler de Constitution. Oui, parce que la Constitution de 1987, elle n'achève pas une révolution, elle la commence, car l'état de droit qu'elle veut instituer exige de nombreux bouleversements dans nos mœurs, nos coutumes, nos traditions et notre vision de l'État. Allons droit au but. Franz Jean-Baptiste, où voulez-vous en venir? Oui, le truc c'est que, parce que dans la nouvelle Constitution qu'on nous propose, il y a cette idée de chambre unique. Et avec l'idée de chambre unique, on a déjà eu ça dans l'histoire d'Haïti. Parce que le truc, pourquoi est-ce que la Constitution de 1987 préfère un Parlement bicaméral? Un Parlement bicaméral au lieu d'un Parlement monocaméral, c'est parce qu'avec un Parlement monocaméral, si on a une assemblée trop forte, on va tomber dans ce qu'on appelle régime d'assemblée. Si on a une assemblée, une chambre unique trop faible, on va tomber dans ce qu'on appelle une assemblée symbolique,
comme du temps des Duvaliers, où la Chambre unique des Duvaliers de 1961 à 1986 n'était là que pour les enregistrements des désirs du régime duvalieriste. Je reprends la question. Où voulez-vous en venir? Oui, c'est pour montrer que les référendums, nous les avons déjà eus dans l'histoire d'Haïti. Et que les référendums, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Oui, c'est clair d'ailleurs. Même pour la Constitution de 1987, c'est le produit également du référendum en 1987. Ouais. Donc aujourd'hui, vous vous positionnez par rapport à cette démarche du président Jovenel Moïse de doter le pays d'une nouvelle constitution. Est-ce que c'est cela? Bon, le truc avec les nouvelles constitutions, non seulement on en a eu beaucoup trop, et le truc c'est qu'avec un président, on a une constitution, avec un autre président, on a un changement de constitution, et ce changement de constitution-là, ça fait que nous avons un certain retard par rapport aux choses les plus urgentes. Parce qu'une constitution, ça doit évoluer comme les peuples. C'est-à-dire que la solution ne se trouve pas dans le changement des constitutions. Le changement, l'évolution de notre société est urgente. Cette évolution-là, elle est urgente, elle doit être prise en cause. Parce qu'avec les constitutions, les changer à tout bout de champ, ce n'est que retarder l'évolution. Parce qu'avec une évolution de constitution, vous pouvez empêcher l'évolution du peuple. Parce que le truc, par exemple, si nous parlons du référendum... Vous dites avec une nouvelle constitution, on peut empêcher l'évolution du peuple, c'est ça? Évidemment. J'ai bien compris? Oui, parce que les constitutions, elles naissent à partir des expériences politiques d'un peuple. C'est-à-dire que ce n'est pas du jour au lendemain. Par exemple, pour la Constitution de 1987, quand il y a... parce que le truc, premièrement, il y a des gens qui disent que pour la crédibilité, par exemple pour la crédibilité, qu'il suffit qu'il y ait des gens qui viennent, par exemple si nous prenons 1% de la population à participer au référendum et il y ait une majorité de cette participation à dire oui, eh bien le référendum donne lieu à une nouvelle constitution. La constitution Tandis passe. que ce n'est pas le cas. Parce que quand il s'agit de loi, c'est la volonté générale exprimée par la majorité. Tant qu'il n'y a pas une majorité dégagée de la société haïtienne, il ne peut y avoir de loi établie. Parce que la constitution, c'est la loi mère. Et pour une constitution, je répète, parce qu'une constitution, c'est la loi mère, parce que j'ai entendu des gens du gouvernement dire une chose pareille, parce que nous ne sommes pas un peuple à part. Il y a d'autres gens qui nous écoutent sur la planète. Il y a d'autres gens qui se disent, est-ce que nous avons des gens qui peuvent éclairer le peuple dans ces circonstances-là? Le truc, c'est que je répète, quand il s'agit de loi, la loi, c'est la volonté générale exprimée par la majorité. Parce que la Constitution de 1987, il y a eu 45% de participation de l'électorat. Et il y a eu 99,81% de gens au référendum qui ont ratifié cette Constitution-là, la Constitution de 1987. C'est-à-dire que cette majorité, cette volonté générale, elle a été exprimée. Je ne sais pas si vous avez... la réponse à la question que je vous ai posée tantôt. On en est à combien? La Constitution, on en est à 29. 29 constitutions. Ouais. Vous avez vérifié? J'ai vérifié, ouais. 29 constitutions. OK. Si le référendum se tient cette année, on sera donc à 30 selon vous? Bon, vous ne vous souvenez pas? Je ne sais pas. Okay. Je ne sais pas si ça va se tenir ou pas. Parce que la Constitution de 1987, c'est une constitution de type rigide. Et il y a des constitutions qui sont de type souple. Parce que le truc avec pourquoi est-ce qu'on a eu une constitution de type rigide? C'est parce qu'on venait d'une dictature. Par exemple, il faut savoir que nous sommes un peuple qui vient de l'esclavage.
Et la dictature, ça ressemble beaucoup à l'esclavage. Et nous tenons beaucoup à notre liberté en tant que peuple, parce que nous avons cet héritage esclavagiste. Et la Constitution de 1987 veut nous garantir de ne pas retourner à la dictature qui est très semblable à l'esclavage. Pourquoi de type rigide? De type rigide, c'est pour empêcher des amendements inconsidérés. Mais avec une nouvelle constitution qui serait de type souple, qu'est-ce qu'on aura? On aura une constitution qui peut être modifiée sans grand problème, et ce qui peut aboutir à une dictature constitutionnelle comme en 1983. C'est tout ça, et c'est pour toutes ces raisons que cette constitution, il faut encore avoir cette gratitude envers cette constitution, parce que c'est grâce à cette constitution que là maintenant, un journaliste peut donner de l'information sans se faire du souci pour sa vie. Grâce à cette constitution, vous voulez dire? Oui. Mais cette liberté-là, on l'a acquise avant même la ratification par voie référendaire de la Constitution de 1987, non? Évidemment, après la dictature. Mais le truc, on l'avait perdu avec la dictature, parce qu'avec la dictature, avec les Duvalier... Les Duvalier sont partis en 86, ok? Donc, déjà, on parlait de liberté, on parlait de bamboche démocratique. Et la Constitution de 87 allait voir le jour, disons, environ une année après, 29 mars 87 et 7 février 1986. Donc, ce que je veux dire, cette liberté, ce droit à la parole acquis par le peuple précédait même la Constitution de 87. On ne peut pas avoir de liberté sans avoir de loi, parce que c'est comme le dit Platon, même les brigands sont appelés à administrer leurs victimes avec une forme inférieure de justice. C'est-à-dire que la Constitution, c'est le statut, parce que l'État, en tant que personne juridique, ne pourrait exister que par son statut. Et ce statut-là, c'est sa Constitution. Est-ce que Frantz Jean-Baptiste a lu le projet de nouvelle Constitution, ou bien l'avant-projet de Constitution? Bien sûr que oui. Vous l'avez lu? Bien sûr que oui. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme faille dans ce projet? Bon, le truc, c'est que le président qui veut instituer une vice-présidence, et les gens qui disent que nous allons essayer un truc nouveau, mais ce n'est pas vrai du tout, parce que déjà avec Michel Domingue, on avait déjà la vice-présidence, parce que le vice-président, c'était son neveu, Septimus Rameau. Et ça s'est mal tourné parce que le peuple s'est soulevé. Et le vice-président, qui était en fait le vrai chef de l'État, parce que son oncle n'était qu'un président de doublure, et le neveu est mort, et M. Domingue, il a été obligé de se réfugier à la délégation française. C'est-à-dire qu'on a déjà eu ça. Mais le truc, c'est que on veut avoir un président avec plus de pouvoir. Le danger avec un président avec plus de pouvoir, c'est parce que on voulait aider le président en ayant un parlement avec des sénateurs et des députés. Parce que le président deviendrait plus vulnérable, parce qu'avec la Constitution de 1918, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait l'occupation américaine. Et cette occupation américaine-là, ce qu'on voulait, on se disait qu'on allait donner plus de pouvoir, parce que la nouvelle Constitution a été sollicitée par l'occupation. On donnait plus de pouvoir au président de la République, parce que en mettant la pression sur la seule personne qui a tous les pouvoirs, on était plus sûr d'obtenir ce qu'on voulait. C'est pourquoi, avec la démocratie libérale, il faut le partage des pouvoirs et non le concentrer. Merci. Et maintenant, en termes de points positifs, qu'est-ce que vous avez souligné dans le projet? En termes de points positifs. En termes de points positifs. Il n'y en a pas, selon vous? Je ne dirais pas qu'il n'y en a pas. Je ne dirais pas qu'il n'y en a pas, mais en termes de points positifs... Non, mais vous avez facilement trouvé les points négatifs. Hein, vous venez justement de nous citer quelques-uns. Ok, d'accord. Pour être juste, ce qui serait le plus urgent aujourd'hui, ce serait, comme l'a fait les États-Unis d'Amérique, parce que l'on prend toujours des exemples
parce qu'une constitution, ça a un rapport avec les autres nations qui ont eu des expériences positives sous un régime. Pourquoi ne pas faire comme les États-Unis et aller dans cette démarche-là de l'amendement de la Constitution de 1987 pour la peaufiner, pour la rendre selon les besoins actuels. Parce qu'avec Salomon, avec Jean-Baptiste Richer, qui a eu cette... qui était du côté de la ville d'Écailles, à peine au pouvoir, il disait que je vais réviser la Constitution et la mettre à la hauteur des idées contemporaines. C'est toujours le cas. Mais ça n'a jamais apporté les choses promises. C'est-à-dire que les bons points qu'on a dans la nouvelle Constitution, ce serait utiliser ces bons points-là et amender la Constitution de 1987 pour qu'on aille de l'avant. Francis Jean-Baptiste, c'est un plaisir de vous avoir ce matin pour nous parler Constitution. Et comme vous l'avez dit, on a eu pas mal de constitutions, évidemment, pas mal de référendums également, et vous avez survolé les effets, les impacts de ces référendums sur la société. Je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous ce matin. Ok, si je peux dire une dernière chose, si on continue avec cette idée de nouvelle constitution, des gens vont pouvoir dire que, étant donné que cette constitution de 1987, elle a mis fin à une dictature, peut-être que c'est un régime dictatorial qui veut sa revanche et mettre fin à la Constitution de 1987. Merci. Merci beaucoup. Vous avez suivi, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente journée avec nous et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto.